Toujours dans le cadre du TP4, alors la deuxième partie de la démonstration est liée à l'utilisation de l'algorithme du gradient stochastique. C'est dans le cadre du filtrage numérique adaptatif. Donc, on cherche un filtre qui va s'adapter aux différents changements, c'est-à-dire qui va s'adapter au fait que le signal n'est plus stationnaire. Alors, un bref rappel avant donc de présenter l'algorithme du LMS qui se trouve donc, l'algorithme c'est juste Céline avec une petite étape d'initialisation. Mais avant cela, je vais quand même rappeler une petite partie de cours. Donc, je rappelle que avec le filtrage de Wiener, on avait donc nécessité un certain nombre de contraintes, entre autres que les deux signaux, que ce soit le bruit et le signal, soient stationnaires. Et au moment du calcul, en fait, qu'est-ce qu'on avait cherché à faire? On avait cherché à minimiser une erreur. Pour minimiser cette erreur, on avait dû annuler la dérivée. Et donc, en annulant la dérivée, on se retrouvait à résoudre un système d'équations. Il fallait donc, pour trouver les coefficients du filtre, il fallait donc prendre cette matrice, l'inverser, la multiplier par celle-là. Je rappelle les conditions d'utilisation du filtrage adaptatif ou du filtrage de Wiener, c'est-à-dire on cherche notre signal d'intérêt, n'est pas observable directement, je n'y ai pas accès direct, et je l'ai à travers une observation, c'est-à-dire que cette observation va s'écrire en fonction de YN. Ça peut être le signal moyennant un bruit, ça peut être le signal moyennant une version décalée de lui-même, tel que le cas qu'on retrouve quand on a un écho acoustique. Donc, nous, on ne dispose que de ça, et ça, on cherche à l'estimer. Comment on l'estime? On cherche un filtre qui va nous permettre donc de trouver Y en fonction des observations. Donc, notre inconnu ici, c'est les BI. Alors, les deux problèmes, c'est qu'on parle de filtrage adaptatif, c'est-à-dire qu'il va s'adapter au changement du signal. Dans le cas où celui-ci n'est plus stationnaire, c'est-à-dire que les coefficients vont changer. Puis, un deuxième problème aussi, c'est que si les coefficients changent, c'est-à-dire vous allez retrouver, imaginons qu'à chaque instant, vous allez devoir donc calculer une corrélation qui est coûteux en termes de temps, l'inverser une matrice, multiplier point par point pour pouvoir détecter ces éléments. D'où sont nés ce qu'on appelle donc des algorithmes qui nous permettent d'approcher justement cette solution. Cette solution, ça s'appelle H optimal. C'est le filtre, il n'y a pas mieux. Quand on dit optimal, ça veut dire qu'il n'y a pas mieux, justement parce qu'on annule la dérivée, donc on est sûr d'avoir atteint le minimum de l'erreur. On a l'erreur la plus petite possible. Donc, je veux atteindre ce filtre optimal sans avoir donc à inverser des matrices et je voudrais avoir un filtre qui s'adapte au fur et à mesure du temps. Donc, en fait, je souhaite que ce filtre-là puisse changer si mon signal change, qu'il puisse donc s'adapter. Donc, il va s'adapter comment? Bien sûr, moyennant le calcul d'une erreur. C'est-à-dire, j'ai un filtre que je vais démarrer avec un filtre, une initialisation, et puis je vais essayer au fur et à mesure des valeurs que j'ai d'ajuster les coefficients du filtre. Et si jamais ce signal est en train de changer, les coefficients du filtre vont changer. Donc, bien sûr, tout ça moyennant le calcul d'une erreur, parce que dès le départ, je cherche à minimiser une erreur. Elle ne sera pas nulle. Je cherche à minimiser l'erreur. Je veux le filtre, quand on dit optimal, donc il n'est pas parfait. Je ne peux pas avoir mieux que ça. Voilà ce qu'on cherche à faire. Donc, à travers cette boucle de retour, en utilisant l'erreur, je vais essayer de faire la mise à jour, actualiser les coefficients du filtre. Alors, brièvement, là, en fait, là en cours, on a vu trois techniques. Il y a l'algorithme du gradient qui nous permet donc de déterminer, donc d'utiliser, de ne plus passer par l'inversion de la matrice. On calcule juste les matrices de corrélation pour déterminer, actualiser justement les paramètres du filtre. Donc, je vais le rajouter donc, ici. Donc, à chaque instant, on va actualiser les paramètres du filtre avec les anciennes valeurs, moyennant une certaine erreur. Je vais y revenir à cette erreur. J'explique juste les petites différences. Avec l'algorithme du gradient stochastique, on ne cherche plus à minimiser. Ici, c'est une erreur globale. On va minimiser ce qu'on appelle une erreur instantanée, c'est-à-dire je n'aurai plus à calculer les corrélations statistiques que j'avais déjà remplacées par des corrélations temporelles, même pas celles-là. Je vais juste calculer ce qu'on appelle des corrélations instantanées. Avec l'algorithme des moindres carrés, on ne va, alors c'est intermédiaire, je ne minimise pas l'erreur globale qu'avec le gradient, je ne minimise pas l'erreur instantanée avec le gradient stochastique, là je me place un peu au milieu, je minimise l'erreur sur un certain laps de temps, moyennant un petit facteur lambda qui s'appelle un facteur d'oubli. Ça, c'est du cours, j'y reviendrai plus en détail par la suite. Il faut juste savoir qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres filtres aussi adaptatifs, tel le filtre de Kalman, qui est surtout employé pour le tracking.
Il y a le filtre aussi particulier qui permet d'atteindre une meilleure précision que le filtre de calme étendu qu'on emploie pour la modélisation non linéaire. Ça, je reviendrai en cours. Là, concentrons-nous sur la méthode du gradient stochastique. C'est celle-là qu'on va développer en TP. Elle a de nombreuses applications. On peut l'utiliser pour faire donc de la restauration, c'est-à-dire du débruitage. On peut l'utiliser pour identifier le modèle, c'est ce qu'on aura l'occasion de voir. On va l'expliquer brièvement tout de suite. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a dit? Nous, on cherche un filtre qui s'approche le plus du filtre optimal. Le filtre optimal, c'est celui qui est obtenu en inversant, en faisant ceci, en inversant cette fameuse matrice, en multipliant par 5, en trouvant. Donc, ça, c'est mon filtre optimal. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce filtre optimal? Il me donne l'erreur minimale. Il minimise l'erreur. Pourquoi je suis sûr qu'il est optimal? Parce qu'on a pris la dérivée qui s'annule. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ça nécessite donc de calculer cette matrice, de l'inverser, et puisque c'est adaptatif, il faut le faire à chaque instant. Au lieu de faire ça, on va alléger les contraintes et on va essayer de minimiser, mais une erreur instantanée, c'est-à-dire je n'essaie plus de prendre une erreur globale, j'essaie de minimiser une erreur instantanée. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va démarrer d'un certain BI, d'un certain filtre, on va trouver une erreur qui est forcément non nulle, puis on va se servir de cette erreur pour ajuster les paramètres. Le gradient, en fait, c'est une mesure de dérivée et on va aller dans le sens inverse de l'erreur. Supposons que vous êtes censé trouver, on va trouver 0, que vous trouvez plus 12. Et bien, pour revenir vers 0, il faudra retrancher ce 12, faire moins 12. Nous, on ne va pas faire moins 12, on va mettre alpha fois moins 12. On n'est pas sûr que l'erreur, ce soit exactement, c'est-à-dire qu'en enlevant, on sait qu'il y a une erreur de 12, on ne sait pas qu'en enlevant moins 12, on va trouver cette erreur. Donc, nous, on va prendre un facteur de cette erreur. Et comment qu'on va faire? Donc, ici, quand vous enlevez le E, qu'est-ce qui va se passer? Cette corrélation, ça va devenir des corrélations instantanées. Donc, en mesurant, donc, RYX, ce sera ça fois les différents X qu'on a. N'oubliez pas que nous, les X, on va X, le grand X ici qu'on a. Donc, ici, il va prendre les valeurs XN jusqu'à XN moins N plus 1, puisque le filtre, c'est somme des B0, je vais le développer ici pour qu'on le voit bien, YN, c'est B0XN, plus B1XN moins 1, plus le dernier élément qui est donc BN moins 1 fois XN moins 1 plus 1. Ce vecteur-là, XN, on l'appelle X. Je l'appelle XT, donc XT, ce n'est rien d'autre, je l'ai écrit ici. Donc voilà mon grand X. C'est ça. Et si je veux, moi, maintenant obtenir Y, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai appelé ce vecteur H. Donc, il suffira que je fasse H fois XT. Je vais trouver quoi? Je vais estimer Y. Je vais avoir une estimée de Y. Sauf que j'ai dit qu'on démarre d'un H où je les mets tous à 0. Donc, au départ, tous mes coefficients sont nuls. Et je vais essayer au fur et à mesure de faire en sorte que cette erreur soit la plus petite possible. Bien sûr, au bout d'un certain nombre d'itérations, elle va atteindre 0. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On initialise le filtre à 0, on calcule le gradient de l'erreur. Donc, le gradient de l'erreur ici, c'est cette valeur-là. Donc, je vais juste effacer pour un peu plus de lisibilité. J'ai mes différents vecteurs. OK. Donc, je reprends ici. Nous, on avait obtenu ceci. C'est parce que ça nous avait fait. Donc, ça, c'est moins 2. Alors, le E de ça fois ça, donc c'est R, Y, X. Et ça fois ça m'avait donné somme des BI, Rx égale 0. Si vous regardez, donc somme des BI fois Rx, donc c'est comme si je vais le réécrire autrement. Ça me fait moins 2Rx plus 2 fois H fois Rx. Où H, c'est même mon vecteur BI. Et on a dit que on calcule des erreurs instantanées. Ce n'est plus la moyenne des erreurs. Donc, je n'ai plus le E. Et donc, ici, RYX, ce sera YN fois XN. Et ici, HRXX, voici. Ça fait partie. Ça, c'est la définition du vecteur X. Ça a juste été attaché à ça. L'erreur, elle s'arrête ici. La formule de l'erreur, c'est uniquement cette partie. Donc ici, moins 2 fois H, RYX. Voilà mon RYX. Et voilà mon RYX et mon RXX.
Donc, qu'est-ce que je cherche à faire? Donc, ça, je vais actualiser mon filtre moyennant cette erreur. Donc, ce sera donc mu fois x, donc ici, on va mettre x1 en facteur. On a dit, donc, on prend mu. Ici, on fait mu sur 2 fois delta fois cette expression. Le 2 se simplifie. Le moins que j'ai ici donc devient plus. Je mets le x1 en facteur. Il me reste donc yn. C'est ce que j'ai là. En mettant x1 en facteur, il me reste ceci. Mais ceci, qu'est-ce que c'est? Ceci, ce n'est rien d'autre que ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc, je le rappelle ici. xt fois h de n, ce n'est rien d'autre que y de n estimé. Maintenant, si je regarde la formule, je rebascule sous Python. Donc, on a dit qu'on doit initialiser le filtre par 0. On doit calculer cette erreur et on doit actualiser le filtre. Je vérifie. Alors, je vérifie en basculant sur Python. Je vais basculer à chaque fois entre les deux juste pour vérifier. Donc, ici, donc, voilà. On a initialisé donc notre vecteur, notre filtre par des zéros. On a dit ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer le vecteur x qui contient quoi? x1 jusqu'à xn moins n plus 1. Regardez comment on l'a fait. Le voici. On a pris i moins n coefficient plus 1 jusqu'à i plus 1. N'oubliez pas que lui, il s'arrête à i. Donc ici, ça va de i moins n coefficient jusqu'à i. Le i, ici, joue le rôle de mon petit n. Or, moi, j'ai besoin de xn jusqu'à, je dois faire le chemin. Donc ça, c'est le nombre de coefficients. Lui, en faisant ceci, il démarre de i moins le nombre de coefficients plus 1, il fait ça. Or, moi, j'ai besoin du vecteur inverse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai utilisé l'instruction flipped. Donc, elle vous permet juste d'inverser ça. Ça me permet d'obtenir mon vecteur x. Qu'est-ce que je dois faire par la suite? Une fois que j'ai obtenu le vecteur x, je reviens. Une fois que j'ai obtenu donc mon vecteur x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le multiplier. Voilà, c'est mon vecteur x. Je dois le multiplier par h. On vérifie qu'on l'a multiplié par h. Je prends x et je le multiplie par h, point par point. Qu'est-ce qui me permet de faire? Il me permet d'estimer y. C'est bien ce qu'on a ici. Donc, ça me permet d'estimer y de n. Je dois calculer la différence avec y. Je vérifie. Vous verrez qu'ici, je n'ai pas calculé avec y. Je vais en parler un peu plus tard. Normalement, je dois faire la différence avec y. Il y a un moins ici. Ensuite, cette différence, je dois la multiplier par x et mu. Je regarde ici. Elle est multipliée donc par x et par mu. Alors, ce mu, comment il faut le prendre? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Ce mu-là, d'abord, il faut que sa valeur, mu, peut être compris entre 0 et 1 sur lambda max. Lambda max, c'est la plus grande valeur propre de la matrice Rx. Alors, il y a plusieurs variantes. Il y en a qui le prennent fixe, c'est-à-dire que ce mu-là garde une valeur fixe. C'est ce qu'on a fait ici. C'est la valeur la plus simple. Il y en a qui prennent mu, il va avoir une valeur de plus en plus petite. Il est en fonction de n et ces valeurs vont aller en diminuant. Il y a ce qu'on appelle aussi le LMS normalisé. En fait, ici, on divise par la norme de xn, c'est-à-dire pour normaliser, c'est ce qu'on appelle, donc on normalise, c'est-à-dire pour amener toutes les valeurs entre 0 et 1. Nous, on s'en contente de la version basique. Mu, on va le garder constant et on va donc trouver cette valeur. On a écrit que h de n, c'est l'ancienne valeur plus mu fois xn fois quoi? Fois yn estimé. Je rebascule sur, alors, je reviens à Python. Donc, c'est bien ce que j'ai ici. Je vais juste effacer pour qu'on puisse bien voir. Donc, je reprends. Initialisation par 0. Détermination de x, comme il va de n moins coefficient vers n, on l'a inversé. Donc, en fait, on a pris ça. Calculer y, qui est h fois x. Déterminer l'erreur. Normalement, on doit écrire ici y. Ensuite, ajuster. Voilà, h est égal à l'ancienne valeur de h plus mu fois l'erreur fois x. Donc, on respecte exactement enfin, la partie théorique. Maintenant, on va exécuter le programme et je vais expliquer pourquoi j'ai pris x au lieu de y. Donc, je reviens ici à mon programme.
Donc, dans la première partie ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, on fait la lecture de l'ECG maternel, de l'ECG du fœtus. On a même rajouté du bruit, on crée une observation. Donc, voilà mon Y, c'est ce que je cherche à estimer. Voilà mon observation qui contient donc les deux ECG plus du bruit qui est dû soit à des erreurs de mesure, soit au fait que ça traverse les milieux avant, les milieux traversés par les milieux qui sont traversés par l'électrode quand c'est sur le ventre sur les différents organes traversés quand c'est sur le ventre de la maman. Donc ici, c'est mon filtre que je viens d'expliquer et j'ai dit que normalement ici on doit mettre Y. Sauf que ici, moi, je me suis placée, si j'avais Y, si j'ai Y, pourquoi je cherche à l'estimer? Donc, c'est pour ça qu'ici, moi, j'ai pris l'observation. Je suppose que je n'ai pas le CG fœtal. Pour moi, je ne dois pas trouver du tout Y ici. Je dois essayer de l'estimer. C'est pour ça qu'ici, moi, j'ai pris X. On va exécuter ce que vous avez ici comme instruction, ce que vous avez là. En fait, une fois que j'ai pris le filtre, je le normalise. Je le normalise pour que la somme de tous ces éléments soit 1. C'est pour pouvoir après, dans les dessins, me superposer au signal original. Donc, on va exécuter notre programme. Et normalement, une fois que j'ai trouvé le filtre, il ne faut pas oublier qu'il faut donc filtrer. Donc, Y estimé, ce sera quoi? Ce sera donc le filtre qu'on vient de trouver, qui est H. Donc, une fois qu'il a convergé, vous voyez, à travers, c'est itératif. Et normalement, bien que avec l'erreur instantanée, il va osciller autour de l'erreur minimum, mais il va finir, au bout d'un certain temps, par y converger va converger vers cette erreur. Donc, c'est-à-dire que mon erreur, il va essayer de la minimiser, c'est-à-dire va tendre vers zéro. Donc ici, bien sûr, une fois qu'on a déterminé le filtre, une fois qu'on a déterminé le filtre, on doit filtrer l'observation. Donc, on va exécuter notre programme. Alors, en fait, qu'est-ce que j'ai dessiné ici? Je vais y revenir avec les annotations. En fait, donc ça, c'est mon observation. Elle contient bien sûr le CG fœtal, puis celui de la maman, plus du bruit. Vous voyez là, ça, c'est le bruit qu'il y a en rouge. Et superposé dessus le CG fœtal qui est en bleu, que je ne suis pas censée avoir. Donc, moi, je travaille qu'avec ça. Ça, c'est mon X. Ce qu'il y a en bleu, c'est mon Y. Mais si vous avez regardé dans les formules, j'ai travaillé qu'avec X. Une fois que j'ai obtenu mon filtre H, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filtré avec. Qu'est-ce que j'ai filtré avec? Celui, l'observation. Et regardez ce que j'ai obtenu. J'obtiens ce qui est en rouge, qui est quand même assez proche, donc du signal original. Là, je vois qu'il est juste, il me semble qu'il est inversé. Je vais juste vérifier quelque chose. Alors, par moment, j'ai remarqué qu'il inversait le signal, c'est-à-dire qu'il mettait les amplitudes, il inversait, c'est-à-dire ce qui devait faire le haut se retrouver vers le bas. Là, j'ai pas encore trouvé la solution par rapport à ça. Là, je viens juste de changer les coefficients du filtre. J'ai pris 11. Le problème ne s'est plus posé. L'essentiel, donc ici pour nous, donc je vois que j'ai ici donc un signal. Je vois que le signal donc estimé, celui qui est en rouge, est beaucoup plus proche du signal original. Ici, j'ai tracé l'erreur. Vous pouvez visualiser ici que j'ai tracé cette erreur. En fait, moi, je me suis contentée de prendre le dixième des valeurs. Je vais vous le montrer ici. Je n'ai pas pris pour faire l'estimation de mon filtre. Comme il est stationnaire, je n'ai pas été jusqu'au bout de toutes les itérations. Je me suis arrêtée à 10. Il y a 2500, donc il a dû s'arrêter à 250. Je vais vous le montrer ici. Voilà ce que j'ai fait. Je me suis arrêtée. Donc, voici voilà les résultats qu'on a obtenus pour la première partie. Je vais mettre donc maintenant tout ça entre commentaires et on va exécuter on va avoir une deuxième façon d'utiliser une deuxième application pour l'algorithme des mois de carré. Donc, on l'emploie également pour la prédiction. On va, alors, ici, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai dû commenter plus de choses qu'il ne fallait. Bien sûr, je vais garder cette partie, l'importation des bibliothèques, bien sûr, parce que je vais les utiliser. Alors, alors ici, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, j'ai créé donc une sinusoïde à laquelle je vais rajouter du bruit.
Et je voulais voir si effectivement il pouvait faire de la prédiction. Est-ce que en utilisant un certain nombre de valeurs, là j'ai pris donc 5 coefficients, je voulais savoir s'il y avait moyen qu'il puisse à chaque fois déterminer la valeur suivante sur la base des valeurs précédentes en adaptant donc à chaque fois, en calculant à chaque fois le filtre. Donc ici, en ajustant bien sûr à chaque fois les paramètres du filtre. Alors, j'enlève juste ça et on va exécuter cette partie. Voilà, donc pour cette partie. Donc voilà ma sinusoïde bruitée. C'est celle que... Alors ma sinusoïde bruitée, donc c'est celle qui est en bleu. On voit qu'au départ, donc, il cherche à estimer le filtre, mais qu'il en est assez loin. Regardez, où se trouve votre signal. Donc, parce qu'au départ, les coefficients du filtre sont tous à zéro. Donc, il a une erreur assez grande. Puis, au fur et à mesure des valeurs, il ajuste. Et vous voyez bien cette histoire d'oscillation. On voit bien que l'erreur, elle aussi, ce n'est pas une erreur qui va diminuer directement. Elle aussi autour de zéro. Parce que justement, c'est pas très précis comme calcul ce qu'on est en train de faire, puisqu'on remplace la corrélation statistique qu'on avait déjà remplacée par la corrélation temporelle en supposant qu'elle était ergodique, mais encore plus, on la remplace par une corrélation instantanée. Donc, regardez, on voit bien que l'erreur aussi, mais on voit qu'au bout d'un certain temps, il arrive à estimer, c'est-à-dire les paramètres du filtre, l'erreur devient de plus en plus petite et les paramètres du filtre sont en train de s'ajuster et du coup, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les paramètres, il arrive à modéliser, à faire de la prédiction beaucoup plus précise. Et d'ailleurs, si j'augmente le nombre n, il devrait avoir une correspondance de plus en plus parfaite. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je reviens à mon programme. Donc, ici, je vais augmenter, au lieu d'aller à 1000, je vais aller à 3000. Regardez cette fois-ci, il y a une parfaite correspondance entre le signal, donc l'observation, et le signal qui est estimé. On voit même que l'erreur, à un moment donné, elle s'annule. Voilà, pour la partie prédiction, on va voir maintenant, une fois que vous avez trouvé le filtre, bien sûr, rien ne m'empêche d'employer ce filtre pour pouvoir donc filtrer mon signal et retrouver la sinusoïde originale en faisant comme on avait fait tout à l'heure, en prenant le filtre et en appliquant directement donc ce filtre-là, on va estimer avec le signal Y, c'est-à-dire le cosinus qu'on avait tout à l'heure. Alors, on va avoir une troisième application qui est l'identification d'un système. Donc, en fait, à nouveau, je vais commenter. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est toujours le même programme. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire cette fois-ci? En fait, j'ai défini donc, j'ai pris du bruit, j'ai pris X comme étant, ça c'est du bruit. J'ai créé un deuxième Y signal en fonction de ce bruit, en le passant par ce filtre. En fait, XN est connu, YN est connu, donc vous pouvez avoir un système que vous ne connaissez pas. Vous cherchez les coefficients, là j'ai supposé que c'était un filtre RIF, donc je cherche les B0, BN. Donc je connais l'entrée, je connais la sortie, j'ai les différentes valeurs et je veux trouver H. Ben, je vais faire comme tout à l'heure, en fait, je vais essayer d'estimer H. Comment que je vais faire? Toujours, j'initialise donc mon vecteur, je l'ai appelé HS, pour l'identification du système. Donc, c'est pour ne pas confondre avec les deux autres filtres. J'ai initialisé à 0. À nouveau, le signal que je veux estimer, je le mets à 0. L'erreur à 0 aussi. C'est pour pouvoir après remplir mon vecteur au fur et à mesure sans écrire append. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, donc on prend les valeurs xn jusqu'à xn-1, on calcule la sortie estimée, on mesure, regardez, j'ai pris cette fois-ci y parce que y est connu. Donc, je mesure l'erreur entre la valeur vraie et la valeur estimée. Et en fonction de cette erreur, le gradient, justement, il est en train de mesurer le gradient de l'erreur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va, en conséquence, calculer donc mu en fonction donc de cette erreur.
Je vérifie juste qu'il n'y a pas un signe moins qui me manque. Je vérifie quelque chose. C'est bon, il n'y a pas d'erreur parce qu'il doit faire moins de YN. En mettant le moins avec le moins, ça lui fait YN moins. J'avais peur qu'il y ait une erreur de signe, donc c'est bon. Donc ici, je reviens, donc il mesure l'erreur entre la valeur estimée et la valeur réelle. Donc normalement, l'erreur, c'est moins. En mettant ensuite moins ici, ça devient plus. Normalement, il fait Y estimé moins YI. C'est bon, c'est ce qu'on veut faire. Il ajuste H de S et je lui demande, ce que je cherche, je ne cherche pas à estimer X, je connais X, je connais Y, je veux le filtre. Donc maintenant, on va exécuter le programme. Et on va voir ce que ça donne. Alors, elle est où l'exécution? La voici. Donc, je vois que Y estimé, la sortie et la sortie estimée se couvrent parfaitement. Au départ, il y a des petites différences. Regardez, là, on le voit encore. Si je zoome ici, on voit qu'au bout de 50 itérations, il y a encore des différences entre la valeur vraie et la valeur estimée. Mais à partir de 90, il y a une superposition. Je vais le voir ici. Il y a une superposition parfaite. N'oubliez pas ce que je cherchais. Je voulais connaître les paramètres du filtre. C'est-à-dire, là, j'ai supposé des paramètres du filtre, mais vous, quand vous allez faire un exercice, c'est-à-dire vous n'avez que ça, vous ne l'avez pas. Ça, je ne l'ai pas. Je voulais l'estimer. Et si je regarde bien, regardez ce qu'il a trouvé. 0,65, moins 0,33, 0,1. C'est bien les valeurs que j'ai introduites. Nous, on démarre d'un X, d'un Y et on cherche B. Là, j'ai donné B, j'ai voulu vérifier si c'était bon. Mais supposons que vous ne les aviez pas, que vous aviez juste uniquement Y et uniquement X, et vous auriez trouvé B. Là, je connaissais le nombre de coefficients, mais on va se placer dans un cas défavorable où je ne connais pas les coefficients. Donc, je vais prendre, quand je ne connais pas les coefficients, je vais prendre un nombre un peu élevé. Donc, je vais prendre ici 7. Bien que les coefficients ici, ce ne soit que 3, je vais exécuter, je vais voir ce qu'il va me donner. Et regardez ce qu'il me donne. Même en prenant un nombre de coefficients élevé, regardez ce qu'il a fait. 10 puissance moins 1, il a trouvé 0,65. 10 puissance moins 1, il a trouvé moins 0,35. Il a trouvé le 1. Et regardez les autres valeurs. C'est 1 10 puissance moins 15. Donc, c'est quasiment 0, 0, 0, 0. Donc, je peux aussi m'en servir pour identifier un système. Donc, vous connaissez une entrée, vous avez un système inconnu. Vous lui fournissez une entrée. Donc, vous avez fourni, donc vous enregistrez. Il va vous donner une sortie que vous allez également enregistrer. Et vous allez prendre ces valeurs, l'utiliser dans un filtre. Donc, c'est un filtre quand même assez simple. Le filtre des moindres carrés, qui est un des moins précis puisqu'il se base sur une mesure d'erreur instantanée, mais qui donne des résultats quand même exploitables. Voilà, on aura fini ainsi le TP avant que j'oublie. Donc, en fait, ce que moi, je vous demande de faire, c'est de reprendre ce qu'on avait fait avec le filtre de Wiener. Donc, reprendre la phrase, vous avez du courrier en attente, donc vous allez appeler Y, vous allez lui rajouter du bruit, qui sera donc le signal audio plus le bruit constituera l'observation. Vous allez écouter pour vérifier qu'il y a du bruit. Vous allez appliquer le filtrage par l'algorithme du gradient stochastique. Donc, c'est un filtrage qui permet de faire de la restauration. On utilise, je sais pas, j'ai utilisé tout à l'heure, j'ai restauré le signal avant qu'il ne soit corrompu par le bruit. N'oubliez pas qu'on travaille avec des variables centrées, donc n'oubliez pas de centrer vos variables, spécialement X, parce que vous n'allez pas travailler par la suite. Si vous allez travailler avec Y, parce que vous allez déterminer le filtre. Alors, pour le déterminer, vous allez faire comme je l'ai fait moi pour le CG. J'avais pris que le dixième des valeurs, je vous le rappelle ici, regardez. Ici, j'avais pris le dixième des valeurs. Vous, quand vous allez travailler avec le signal audio, vous allez prendre la partie où c'est du silence. Donc, vous allez utiliser jusqu'à la centième valeur. Vous allez déterminer votre filtre et là, effectivement, vous allez utiliser Y. Donc, ici, vous allez écrire YI. Où est-ce qu'il est là? C'est-à-dire là, alors, est-ce que le filtrage des maladies. Ici, vous allez donc utiliser la valeur de Y moins Y estimé, comme on l'avait fait pour le CG. Et donc, à ce moment-là, vous allez calculer donc votre filtre. Une fois que vous l'avez estimé, vous allez l'appliquer. Voilà. Donc, pour la démonstration, on a passé en revue quelques applications permettant d'exploiter l'algorithme du gradient stochastique.